Ce mois-ci, je vous propose de partir à la rencontre d'un personnage original, un personnage pictural, le héros anonyme, quoique, d'un tableau de la Renaissance. Le mieux est bien entendu d'avoir le tableau dont il est question dans cet épisode sous les yeux. Le lien est dans le descriptif de l'émission. Je vous propose donc de partir à la rencontre du juriste, peint par le maniériste Giuseppe Arcimboldo en 1566 à Vienne. C'est l'occasion, pour nous, de parler de l'œil ironique, pour ne pas dire comique, du peintre sur cette profession, ou plus volontiers les caractéristiques, le statut du juriste ou de l'avocat en pleine Renaissance habsbourgeoise. Alors, de qui ou de quoi parlons-nous ? Il s'agit d'une huile sur toile de 64 sur 51 cm, actuellement dans les collections de la Galerie nationale des portraits de Suède du National Museum à Stockholm. Arcimboldo propose le portrait d'un juriste, reconnaît-on, constitué de carcasses de poulets déplumés et de poissons morts. C'est la fameuse technique anthropomorphique qu'on lui connaît à travers les tableaux des 4 saisons composés de fruits et légumes, dont une célèbre série est exposée au Louvre. Il s'agit d'un portrait en buste, vu d'en bas et de 3/4 face. L'œil est représenté par la tête d'un oiseau mort, un poussin, dont le corps constitue son nez et dont la patte dessine la moustache. La seule joue visible est représentée par une cuisse de volaille en partie dépecée. Le menton est en forme de queue de poisson, un maroquin tient le de poitrine et notre personnage porte un bonnet ou barrette typique de la première Renaissance. Le ventre est proéminent, gras et garni de livres, le cou est structuré par différents feuillets, un manteau lourd et bordé de colle en peau de renard couvre l'ensemble. En 1566, Arcimboldo a 39 ans. D'origine milanaise, il intègre la cour impériale de Ferdinand Ier en 1562 à Prague en qualité de peintre de la cour des Habsbourg. Arcimboldo s'est très vite imposé comme l'un des peintres les plus novateurs de son époque, traitant ses sujets avec une ironie grâce à son approche anthropomorphique des portraits, au point de le considérer comme l'un des précurseurs du surréalisme en utilisant le calembour visuel. Son chef-d'œuvre est son portrait de Rodolphe II déguisé en Wertmünd, c'est-à-dire le dieu des jardins et des vergers dans la mythologie romaine, daté de 1591, composé uniquement de végétaux. Plusieurs des artistes de la Renaissance artistique, dont Léonard de Vinci et Jérôme Bosch, s'étaient déjà intéressés aux faciès monstrueux, aux portraits déformés par des jeux de glace, ainsi qu'aux compositions à base d'éléments détournés. Outre les saisons, Arcimboldo a plusieurs fois personnifié des métiers comme le bibliothécaire, le cuisinier ou le jardinier. Les peintures d'Arcimboldo sont donc conformes au penchant maniériste. Dans cette conception, Arcimboldo portraiture en réaction à la perfection picturale atteinte durant la Haute Renaissance, dans la représentation du corps humain et dans la maîtrise de l'art de la perspective, cherchant à rompre délibérément avec l'exactitude des proportions, l'harmonie des couleurs ou la réalité d'espace, de manière à produire un nouvel effet émotionnel et artistique à la suite de Raphaël. À l'époque, la famille impériale et la cour aimaient se déguiser lors des grandes fêtes, les mariages ou les tournois. Et à chaque fois, j'inventais les costumes les plus fous. Je les habillais en dragon ou en cuisinier. J'ai même déguisé l'empereur en hiver. Quand il a découvert ce portrait, il a ri en voyant que je lui avais mis une bogue de châtaigne pour représenter sa barbe piquante et un grand melon à la place du front. Il a tout de suite reconnu sa couronne faite de raisins, d'olives et de céréales. Il a vu que les grenades remplaçaient les pierres précieuses et que les épis de blé brillaient comme de l'or. Mais tu sais, je n'ai pas fait ces portraits qu'avec des fruits et légumes. J'ai aussi imaginé des visages composés d'animaux. L'un avec des cerfs, des singes, un lion et un éléphant. Je l'ai appelé la terre. Un autre avec des oiseaux, dont un paon, un perroquet ou une poule. C'est l'air. Ou encore un avec des poissons. C'est l'eau. Cette fois-ci, j'ai peint une femme. Elle porte un collier de perles fines et des boucles d'oreilles assorties. Mortel! Il y a des poissons partout! Si tu l'observes attentivement, tu pourras dénombrer plus de 40 espèces différentes. Mais attends, je te présente l'un de mes premiers portraits composés. Le bibliothécaire. Ah, je l'aime bien celui-là, il est super moderne. On dirait une marionnette ou un robot transformer. Oui, si tu veux. Comme une marionnette, il lève le rideau pour apparaître sur la scène d'un petit théâtre. J'aime bien ses cheveux de savant fou. On comprend qu'il a lu beaucoup de livres. Ils sont rentrés dans sa tête. Il a mis ses lunettes. As-tu reconnu avec quel objet je les ai faites? Bah non, je vois pas. Tu ne vois pas. Toi aussi tu as besoin de lunettes. Allez, je t'aide. Ce sont des clés anciennes. Et sa barbe, sais-tu ce que c'est? Bien sûr, c'est des queues de lapin. Oui, presque. C'est un plumeau en queue de martre pour enlever la poussière des livres. Mais il y a un dernier détail que tu as dû voir. C'est sa main. Je l'ai représentée avec des marque-pages.
Tu remarqueras peut-être que je n'ai pas signé mon tableau. En fait, si, mais il faut que je t'explique. Si tu regardes le bibliothécaire de loin, tu verras qu'il forme un grand triangle. Un A majuscule se dessine et reprend la première lettre de mon nom, Archimboldo. Roland Barthes d'ailleurs propose une analyse originale de l'œuvre du peintre. Selon lui, les œuvres de l'artiste sont même langagières. Autrement dit, elles utilisent les nombreuses analogies entre le corps et les éléments naturels que comprend la langue de son époque, comme base de la construction de ses tableaux. Selon Barthes, encore, la langue française a conservé certaines de ses expressions. La prunelle des yeux, un sourire en banane, les cheveux en épi, des fesses en gousse d'ail, une patate de nez, la pomme d'Adam. Notre maniériste a beau se détacher de la parfaite représentation picturale de la Renaissance, les spécialistes pensent quand même reconnaître Johann Ulrich Sasius, juriste et humaniste allemand, conseiller de l'empereur Maximilien II. Sasius était mort une trentaine d'années avant notre œuvre. Il était considéré comme l'un des plus éminents juristes au tournant du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il avait d'ailleurs une correspondance épistolaire suivie avec Erasme. Il fut d'abord greffier et notaire à la cour épiscopale de Constance, maître de latin et notaire impérial, secrétaire de plusieurs villes et même de la Diète fédérale suisse, mais c'est un étudiant de 40 ans qui s'inscrit à la faculté de droit de l'université où il obtient un doctorat en droit romain. Il est chargé d'un enseignement des institutes et devient professeur ordinaire de droit romain en 1506. À partir de 1502, il est secrétaire juridique et consultant juridique de la ville de Fribourg. Et en 1502, toujours, Sasius travaille au nouveau droit municipal de la ville, document qui est imprimé en 1520 et qui harmonise dans la pratique les droits romains et germaniques. Sasius a joué un rôle précurseur important dans l'humanisme juridique. Ce mouvement refuse la jurisprudence jusqu'alors imprégnée de scolastique qui vise à concilier l'apport de la philosophie grecque, et principalement celle d'Aristote, avec la théologie chrétienne héritée des pères de l'Église. Dans les sciences juridiques, ce changement est décrit par le mot, on dirait, gallicus, la manière française de considérer le droit romain, en opposition au mot italicus, qui est la manière italienne. La nouveauté de la manière française réside donc dans l'approche de ces textes romains qui sont considérés avec un recul historique approprié et sont interprétés dans le nouveau modèle humaniste de la Renaissance. Pour Sasius, les recueils de droit romain constituaient une base intouchable. Mais Sasius était l'un de ceux qui ont libéré les sources romaines de la glose et les ont ainsi rendues utilisables pour une application juridique effective. Pour autant, Sasius a une face noire. Il est un représentant de la théorie que les Juifs sont soumis aux chrétiens et s'exprime assez crûment en ce sens dans le style de Martin Luther. Il traite de manière discriminatoire les Juifs dans son nouveau droit municipal. Dans les affaires de droit, les Juifs n'avaient pas le droit de témoigner et n'avaient pas le droit de commercer avec les bourgeois de Fribourg. C'est donc à lui qu'Archimboldo pense lorsqu'il décide de peindre un juriste à la manière anthropomorphique. L'homme ventripotent de savoir, livre au ventre et écriture au goitre, a les traits aquilins et l'œil acerbe, figure d'un intellectuel pur jus à la doctrine franche et carnassière envers ses contemporains. Les carcasses d'animaux en témoignent. Archimboldo propose des portraits pour faire rire ses contemporains. Et cela fait sa renommée.
Mais l'incarnation par des victuailles, et plus singulièrement des carcasses, c'est bien l'expression d'un droit qui broie, un droit qui coûte, car bien souvent nos juristes de la Renaissance étaient rémunérés en nature, expression dérisoire et grotesque de l'adage Duralex Seglex par Archimboldo. Deuxième niveau d'interprétation, notre personnage a quand même l'air d'être atteint par la maladie. Le teint blafard et le visage accidenté seraient la marque de la syphilis, maladie dont était atteint Zasius et que l'on nomme également le mal français. Et la boucle est bouclée. Si l'on veut bien y voir une allusion supplémentaire aux théories juridiques françaises importées par notre éminent juriste dans ces terres habsbourgeoises. Corinne Vichard a retrouvé ce vieux dicton à cette occasion, ni chair ni poisson, au sens ni vrai ni faux, qui qualifie parfaitement bien l'ambiguïté de ce juriste qui ne prend par principe jamais de risque entre les textes romains et les pratiques locales. Nous traiterons maintenant de la comédie qui exalte notre art de jouir du ridicule, usant du vulgaire et en prenant plaisir à cet art. Je suis certain que vous regarderez désormais d'un œil différent ce tableau d'Archimboldo tiré d'une époque où l'on pouvait rire de tout et de presque tout le monde, même des personnages les plus respectés et vénérés. À bientôt pour un prochain épisode du droit en personne.